Hein, sur des questions, par exemple, sur la répression des juifs pro-palestiniens en Israël. Julien, toi. Bon, alors, bonsoir à tout le monde. Les courageux, ceux qui sont là depuis, je sais pas combien de temps, tout cet après-midi. Et merci pour l'invitation. Avant moi, on m'a demandé plutôt de parler de ce qui se passe côté palestinien, la situation dans les territoires palestiniens et du mouvement national palestinien et de la résistance palestinienne. Je pense que pour commencer ça me paraît essentiel de revenir sur ce qui s'est passé cet été dans la bande de Gaza, mais pas seulement, puisque l'offensive est en réalité une offensive contre l'ensemble des Palestiniens, pas seulement ceux de Gaza, mais aussi ceux de Cisjordanie et de Jérusalem et d'Israël. Mais en commençant par, bon, ça fait toujours un peu mal de le faire, c'est un peu morbide, mais quand même rappeler quelques chiffres sur la bande de Gaza. Le bilan humain s'élève aujourd'hui dans la bande de Gaza à 2150 morts en 51 jours, sachant que ce bilan n'est toujours pas terminé, entre guillemets, puisque l'ensemble des décombres n'ont pas été fouillés et qu'il reste probablement encore des dizaines de corps. On est 50 jours un tout petit peu plus de 50 jours depuis la fin des bombardements. Et tous les corps n'ont pas été encore retrouvés. J'ai un copain, Pierre Puchot, vous connaissez peut-être, qui est le reporter à Moyen-Orient de Mediapart, qui était à Gaza il y a une quinzaine de jours. Il est revenu et on s'est vu, il m'a dit c'est dingue, Julien, ça sent la mort. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers entiers de Gaza où les gens ne sont pas revenus. C'est des quartiers où il y avait des dizaines de milliers de personnes qui vivaient, c'est complètement désert. Et ça sent la mort. C'est-à-dire on sait qu'il y a des corps quelque part, mais les gens n'arrivent pas à les trouver. Donc ces 2850 morts, ça sera probablement plus. C'est plus de 11 000 blessés, dont 1000 au moins qui seront handicapés à vie. C'est des dizaines de milliers, certains disent 20 000, 30 000 bâtiments, que ce soit résidentiels, commerce ou industrie, qui ont été partiellement ou totalement détruits. Au plus fort des bombardements cet été, il y a eu 500 000 personnes qui étaient déplacées dans la bande de Gaza sur 1 800 000 habitants, c'est-à-dire à peu près 30% de la population qui a dû se déplacer. Vous imaginez, c'est comme si en France vous aviez 20 millions de personnes qui étaient obligées de se déplacer. Et dans la bande de Gaza, il y en a eu 500 000 qui ont dû quitter leur domicile. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y en a encore 100 000 personnes dans la bande de Gaza qui n'ont pas retrouvé leur domicile, soit parce qu'il est détruit totalement, soit parce qu'il n'est pas habitable. Et dans la bande de Gaza aujourd'hui, vous avez, d'après les chiffres qui viennent des autorités palestiniennes de Gaza, vous avez 54 000 personnes qui vivent dans des camps de réfugiés qui ont été construits depuis cet été. Donc il y a eu 18 camps de réfugiés qui ont été construits. Et vous avez des gens qui vivent sous la tente depuis cet été, et c'est particulièrement symbolique à Gaza. Parce qu'à Gaza, il y a à peu près les 2 tiers des habitants qui sont déjà des réfugiés, en fait, qui ont déjà été chassés de chez eux, une fois, 2 fois. Et donc, très concrètement, aujourd'hui, vous avez des mômes de 7-8 ans qui vivent sous la tente, comme leurs arrière-grands-parents vivaient sous la tente en 1948. Et symboliquement, ça dit, le désastre, et 2, la continuité de la politique de l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Ce qui s'est passé cet été n'était pas du tout un accident. Avant-hier, il y a l'ONG Oxfam qui a rendu un rapport sur l'état de la bande de Gaza et la question de la reconstruction. Ce qu'il disait, c'est que au rythme où l'État d'Israël laisse rentrer les matériaux permettant la reconstruction, il faudra 50 ans pour reconstruire ce qui a été détruit cet été. Ce qui donne l'idée, d'un, de l'ampleur de destruction, et 2, du rythme auquel l'État d'Israël laisse rentrer les matériaux de reconstruction. Et tout ça, je sais, c'est un peu pesant, mais je pense qu'il ne faut pas oublier. Ce bilan est le bilan le plus meurtrier et le plus énorme en termes de dégâts matériels et humains depuis la guerre de juin 67 à l'intérieur des territoires palestiniens. C'est-à-dire que depuis juin 67, il n'y avait pas eu autant de morts, il n'y avait pas eu autant de victimes, il n'y avait pas eu autant de destruction.
bilan est inachevé, c'est ce que je disais, puisqu'il faut savoir, après j'arrête de vous accabler de chiffres de données, et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Juste avant cet été, selon les Nations Unies, vous aviez 80% des habitants de Gaza qui avaient accès à l'électricité moins de 4 heures par jour. 4 heures, moins de 4 heures d'électricité par jour, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est pas juste que vous pouvez pas aller sur Facebook. C'est que, par exemple, un réfrigérateur qui a 4 heures d'électricité par jour, ça s'appelle un placard, ça ne s'appelle pas un réfrigérateur. Un congélateur qui a 4 heures d'électricité par jour, c'est un bac, c'est un coffre, et c'est absolument pas quelque chose qui permet de garder des vivres. Un hôpital qui est dans une zone où il y a une sous-alimentation en électricité, c'est un hôpital dans lequel parfois il y a des coupures d'électricité. Et les générateurs ne permettent pas de faire fonctionner l'ensemble des appareils. On a vu plusieurs fois, moi je recevais des photos de chirurgiens qui opéraient dans les hôpitaux de Gaza à la lumière de leur téléphone portable. Parce qu'ils devaient choisir entre avoir les équipements, l'éclairage ou avoir les appareils qui permettent de patients respirer. Et ça, c'était avant cet été. C'était avant cet été, de même qu'avant cet été, la moitié des habitants de Gaza n'avaient pas accès à l'eau potable. Avec ce qui s'est passé cet été, ça va forcément s'approfondir et s'aggraver, sachant que l'État d'Israël a détruit, entre autres, cet été, la seule centrale électrique de la bande de Gaza, qui fournissait 80% de l'électricité de Gaza. Aujourd'hui, les Gazaouis sont à 100% dépendants de l'électricité qui vient d'Israël. Ce qui n'est pas un petit levier, petit moyen de pression. C'est-à-dire que s'Israël, s'ils veulent, ils appuient sur l'interrupteur, il n'y a plus de courant. Et il faudra au moins un an, a priori, pour remettre la centrale électrique en route. Sans parler d'autres infrastructures qui ont été détruites. Et donc, on a une population de Gaza qui, avant cet été, subissait les conséquences d'un blocus imposé sur la bande de Gaza depuis plus de 7 ans, qui étaient les conséquences en termes de vie quotidienne et puis d'un point de vue économique. Vous avez les 2 tiers des habitants de Gaza qui dépendent de l'aide alimentaire internationale. Donc probablement tous ces chiffres vont encore augmenter là, en ce moment. Et ce n'est pas la pseudo petite partielle levée un peu du blocus, mais pas trop quand même, qui va permettre de régler quoi que ce soit. Voilà, je vais commencer par ça, j'ai pris un petit peu de temps pour le faire, mais je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit, de ne pas oublier. C'est-à-dire qu'une fois dans la famille, je dis Gaza, on n'oublie pas, ouais, ça serait bien qu'on n'oublie pas. Ça serait bien qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé cet été, parce que si on l'oublie, ça va se repasser et ça sera encore pire la prochaine fois. Parce que malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une montée en puissance, entre guillemets, de la violence de la répression de l'État d'Israël, notamment contre la bande de Gaza. Et au cours des dernières années, il y a un certain nombre de pas qui ont été franchis. Et on peut y être inquiet sur ce qui pourrait suivre, ce qui pourrait advenir dans les années qui viennent. D'où, je pense, l'importance de ce travail de mémoire immédiate, c'est-à-dire de garder ces éléments-là à l'esprit pour ne pas oublier et savoir aussi pourquoi on va. Pour aller sur la situation plus générale, cet été, la bande de Gaza a été bombardée. Cet été, il y a eu une grande opération qui a été conduite en Cisjordanie, une grande opération de répression avec à peu près 1500 arrestations au mois de juillet. Juin de juillet, à peu près 1500 personnes ont été arrêtées. Pour comprendre ce qui s'est passé cet été et finalement ce que ça aboutit de la réalité palestinienne et du mouvement national palestinien, il faut juste se demander c'était quoi la situation juste avant, c'est quoi la situation au début de l'année 2014. La situation sur le terrain au début de l'année 2014, c'est que ce qu'on appelle, et ce qu'on a raison d'appeler la Palestine, aujourd'hui en fait ça s'appelle l'État d'Israël, mais toute la Palestine, de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain, tout ça s'appelle l'État d'Israël. C'est-à-dire que c'est sous contrôle exclusif de l'État d'Israël. Les autorités administratives, les autorités militaires israéliennes exercent leur emprise sur l'ensemble de la Palestine. Et à l'intérieur de ce grand État d'Israël, vous avez des petites poches palestiniennes qu'on appelle les zones autonomes. C'est des petites zones au sein desquelles les Palestiniens jouissent d'une autonomie très très relative. Pour avoir une
rappeler quand même de ce dont on parle. La Cisjordanie, ça fait 6000 km². L'Alsace, ça fait 8200 km². Donc la Cisjordanie, c'est plus petit que l'Alsace. Et les zones autonomes palestiniennes, c'est 18% de la Cisjordanie. Donc c'est à peu près 1000 km². Un huitième de la superficie de l'Alsace. C'est ça les zones autonomes palestiniennes, sachant qu'elles ne sont pas reliées les unes aux autres. Vous n'avez pas un bloc, vous avez plusieurs blocs, et pour passer de l'un à l'autre, il faut passer par un plan de contrôle israélien. En temps dit normal, ces 1000 km² sont divisés en 3 grandes zones. En temps moins normal, ils peuvent être divisés en 60 zones. Et en temps pas du tout normal, ils peuvent être divisés en plus de 200 zones différentes, sous contrôle fermé, hermétique, par les autorités israéliennes. C'est-à-dire qu'il existe en Cisjordanie un dispositif fait des routes, des barrages, et des murs, et clôtures, et autres zones militaires, zones de réserve de colonies, etc., qui permet à l'État d'Israël, quand il le veut, de découper les territoires palestiniens en dizaines, voire centaines de petites zones qui ne sont pas, desquelles on ne peut pas sortir sans passer par un plan de contrôle israélien. Donc la Cisjordanie, c'est ça, donc totalement sous le contrôle de l'État d'Israël avec une petite poche à l'intérieur. Et puis vous avez la bande de Gaza qui, en réalité, derrière une autre poche palestinienne, un peu plus loin, au sud-ouest. Tout ça est tout petit, par ailleurs. Entre Hébron, Cisjordanie et Gaza, il y a 50 km. Tout ça est minuscule. La bande de Gaza, qui est une autre poche, la bande de Gaza, c'est 360 km². Le territoire de France, c'est 600 km². Donc vous voyez la taille de cette zone qui terrorise la 5e armée du monde. Donc vous avez ces poches, et ces différentes poches dites autonomes subissent la pression plus ou moins forte de la part de l'État d'Israël. Plus ou moins forte en fonction de la façon dont se comportent les Palestiniens à l'intérieur de ces zones. Globalement, si vous êtes calme, si vous ne revendiquez pas, si vous ne manifestez pas, si vous ne demandez rien, si vous n'avez aucune exigence nationale et démocratique, on allège la pression. On vous laisse sortir, on vous laisse circuler, on laisse l'argent entrer. Par contre, si vous voulez un peu trop, on ferme. Voilà. Et à Gaza, ils l'ont un peu trop ouvert, à partir de... depuis que la bande de Gaza existe, mais disons que dans les années 2000, la bande de Gaza a été identifiée comme étant un foyer particulièrement actif de refus de se soumettre aux autorités coloniales. Et donc eux, ils ont été punis très fort avec le blocus. Suite à l'enlèvement, je vous rappelle, du caporal Shavit. Eux, ils ont été punis très sévèrement. La Cisjordanie, au début des années 2000, ça a été très sévère aussi. Tu disais, c'est quoi, en 2004 que tu étais allé en 2004, il y avait quand même un bouclage assez serré des territoires palestiniens de Cisjordanie. C'était assez dur de circuler d'aller d'une ville à l'autre. Aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est plus facile de circuler en Cisjordanie qu'il y a 10 ans. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ça ne veut pas dire que le dispositif n'est pas toujours là. Il est là. Si besoin, on ferme. Si vous êtes calme, on ouvre. Si besoin, on ferme. Et en réalité, ce que je vous décris là, c'est une situation qui globalement va plutôt bien à l'État d'Israël. Ça leur va plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils contrôlent, ils ont tellement de supériorité militaire, économique, etc., qu'ils peuvent imposer ce qu'ils veulent aux Palestiniens, parce que pendant ce temps-là, vous savez, quand Israël et les Palestiniens se tirent pas dessus des roquettes et des missiles dans les médias, on dit c'est le statu quo. Ce qu'en fait, le statu quo, c'est des dizaines de gens expulsés tous les jours, des hectares de terre saisis tous les jours, des colonies construites tous les jours. En fait, il n'y a pas de statu quo. Il y a un pseudo-statu quo en termes de dispositifs de contrôle. Il n'y a pas du tout de statu quo avec l'évolution sur le terrain. Chaque jour, il y a 10 personnes, 15 personnes qui sont expulsées de chez elles, les Palestiniens. Chaque jour, vous avez un bout de terre qui est saisi. Sauf que quand ça dure depuis des décennies, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Aujourd'hui, vous avez à peu près 600 000 colons entre Jérusalem et la Cisjordanie, ce qui est énorme. Vous avez
on estime que l'État d'Israël et les infrastructures israéliennes en Cisjordanie, on ne parle pas juste du contrôle physique, on parle de l'occupation physique, c'est pas la même chose, ça représente à peu près 40% de la superficie de la Cisjordanie, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez eu une unification de ce qu'on appelle Israël et la Cisjordanie, par les routes, par les constructions, par l'exercice du pouvoir militaire, etc. Et à l'intérieur de ce grand État qui s'appelle l'État d'Israël, vous avez des gens qui n'ont pas de droit, qui s'appellent les Palestiniens, à qui on a généreusement attribué le droit d'avoir des petites zones auto-administrées, le droit de voter pour élire qui les auto-administrent, mais en fait, à condition qu'ils votent pour les groupes. Parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle vient principalement d'un processus dit de paix, je vais être poli, c'est-à-dire une période qui s'est ouverte en 1993-1994, où, contrairement à ce qui se passait jusqu'à cette date-là, l'État d'Israël s'est retiré d'une partie des zones qu'il occupait. Parce que jusqu'en 1994, l'État d'Israël occupe 100% de la Palestine, c'est officiel, il l'administre, il la contrôle, etc. Il n'y a pas d'autorité, au singulier ou au pluriel, palestinienne. C'est l'État d'Israël. À partir de 1993-1994, les accords d'Oslo, qui font suite au soulèvement palestinien de 1987, qui avait rendu visible quand même la première intifada, qui avait rendu visible la question palestinienne, elle était déjà visible, mais qui avait rendu visible, disons, à l'échelle internationale, le fait que la société palestinienne des territoires occupés refusait le sort qui lui était fait par les autorités israéliennes, indirectement, ce soulèvement va déboucher sur la signature de ce qu'on appelle les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie assez simple qui est l'État d'Israël s'engage à se retirer de certaines zones, qui sont globalement les zones palestiniennes les plus densément peuplées. Donc aujourd'hui, on voit ce que ça représente, Gaza et 18% de la Cisjordanie en plusieurs morceaux. Aller confier ces zones à la gestion d'une administration palestinienne autonome, c'est l'autorité palestinienne, c'est ça qu'on appelle l'autorité palestinienne, elle est née des accords d'Oslo. Et en fait, la superficie, ou disons l'ampleur des retraits d'armes israéliennes sont conditionnés à la capacité de l'autorité palestinienne à bien gérer les zones qu'on lui donne. C'est-à-dire, on vous donne un petit bout, si vous le gérez bien, on vous donne un plus gros bout. Et une fois que vous avez un peu plus gros bout, si vous le gérez bien, vous aurez un petit bout encore plus gros, etc. etc. C'est ça le principe des accords d'Oslo, dans lequel vous n'avez pas le mot retrait israélien des territoires palestiniens, mais dans lequel vous avez le mot redéploiement israélien au sein des territoires palestiniens. Retrait et redéploiement, c'est pas la même chose. Il n'y a pas besoin de faire de la stratégie militaire pour comprendre. Se retirer, c'est partir. Se redéployer, c'est se réorganiser à l'intérieur. Et donc la philosophie des accords d'Oslo était celle-ci. On vous donne des petits bouts de zone, vous les gérez, étant entendu que dans la gestion, il y a bien sûr le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre et le fait de contenir toute revendication, toute manifestation, toute volonté de s'en prendre à l'armée, aux colons, etc. Et si vous faites bien le job, on vous donnera des zones un petit peu plus grosses. C'est ça le principe des accords d'Oslo. Il s'avère que ça n'a pas très bien fonctionné. Ça s'est manifesté à 2 reprises. En septembre 2000, ce qu'on a appelé la deuxième intifada, même si elle ne ressemble pas beaucoup à la première, mais pas du tout. C'est un soulèvement palestinien contre finalement cette logique complètement folle, parce que la logique des accords d'Oslo, c'est de dire aux Palestiniens, vous avez des droits, mais en fait vos droits ne vont pas être satisfaits tant que vous n'aurez pas fait la preuve que vous le méritez. C'est-à-dire que le droit n'est plus la base des négociations, le droit devient un truc qu'on négocie. Et en fait, on demande à l'opprimé de faire la preuve qu'il mérite qu'on lui donne une partie de ses droits. On ne demande pas à l'oppresseur de reconnaître les droits de l'opprimé. On dit à l'opprimé, donc tu as peut-être des droits, mais il faut que tu fasses la preuve qu'on va te les donner. Et c'est vraiment qu'on va te les donner. C'est-à-dire que c'est l'État d'Israël qui finalement décide de ce qu'il fait, où il va, etc. Donc en septembre 2000, les Palestiniens se soulèvent contre ça. C'est un premier témoignage, on va dire, du fait que le dispositif d'Oslo est quand même peu fiable. Et puis il y a un deuxième moment où les Palestiniens
expriment leur refus de ce dispositif qu'on leur impose. C'est les élections législatives de 2006, au terme desquelles le Hamas remporte une majorité assez confortable au Conseil législatif palestinien, au Parlement, avec un vote de la part des Palestiniens qui n'est pas du tout un vote religieux, où il serait réveillé le matin le 28 janvier 2006 et il serait dit en fait l'islam est la solution. C'est pas du tout ça qui s'est passé, c'était un vote profondément politique, pour une grande majorité des Palestiniens. C'était un vote pour l'organisation qui apparaissait comme étant celle qui refuse de se mouler dans le cadre contraignant d'Oslo et qui dit on a le droit de continuer à résister contre l'occupant. Contrairement à ce que développait à cette époque-là l'autre pôle du mouvement national palestinien, l'OLP de Mahmoud Abbas. Et à partir du moment où le Hamas gagne, on rentre dans la séquence dans laquelle on est toujours aujourd'hui. Les autorités coloniales détestent, de manière générale, quand les colonisés choisissent des représentants qui ne sont pas ceux que les autorités coloniales veulent. C'est un grand classique en Algérie, dans tous les pays qui ont été colonisés. Il y a toujours ce truc de dire bon, ok, vous avez le droit d'avoir des représentants, mais choisissez les bons. Et si vous ne choisissez pas les bons, on ne les reconnaît pas. Depuis 2006, il y a un refus de la part de l'État d'Israël et de la part des pays occidentaux de reconnaître ce qui s'est passé en 2006. Et en fait, je dis on est dans cette séquence depuis 2006, enfin dans une séquence qui s'est faite en 2006, parce qu'en réalité, depuis 2006, ce que veut l'État d'Israël, c'est obliger les Palestiniens à choisir d'autres dirigeants. Et c'est finalement détruire au maximum le mouvement national palestinien pour que plus personne ne puisse prétendre pouvoir représenter les Palestiniens. Et donc c'est une séquence avec des phases de répression particulièrement marquées, particulièrement violentes, notamment dans la bande de Gaza, parce que la bande de Gaza est identifiée comme étant la place forte du Hamas. Je rappelle que le Hamas a gagné des élections aussi en Cisjordanie. C'est un petit détail qu'on oublie des fois. Mais on est dans cette séquence-là, et finalement ce qu'on a vu cet été n'était qu'une étape supplémentaire au sein de cette séquence, enfin un moment supplémentaire dans cette séquence, puisqu'il s'est agi, et du coup ce sera le dernier temps où je vais plus sur le mouvement national palestinien, il s'est agi pour l'État d'Israël. Je suis toujours assez navré de le dire comme ça, mais de punir les Palestiniens. Punir les Palestiniens de manière collective, parce que les chiffres que je vous ai donnés au tout début vous indiquent clairement que les bombardements israéliens, l'agression militaire israélienne de cet été n'est pas dirigée contre une organisation politique en particulier ou contre des groupes armés en particulier. Ils ont touché 200 écoles, par exemple, dans la bande de Gaza. Quand on voit les capacités militaires israéliennes et la précision dont ils sont capables de faire preuve quand il s'agit d'éliminer un mec sur une moto au milieu d'une rue de Gaza depuis un drone commandé par un type à Tel Aviv derrière un ordinateur, on se dit que flanquer 200 écoles, c'est pas un accident. C'est pas, ils n'en ont pas fait exprès, des élèves n'ont pas fait gaffe. Ils savent sur quoi ils tirent. Et donc c'était contre la bande de Gaza, pas contre le Hamas, contre les organisations de la résistance palestinienne. La séquence de cet été, c'est une double offensive, une offensive en deux temps, contre le mouvement national palestinien. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit, parce qu'il s'est passé deux choses avant cet été qui ont particulièrement agacé l'État d'Israël. La première, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était jusqu'en avril dernier dans un cycle de négociation. Alors c'est le 29e à peu près en 20 ans, et on était dans un cycle de négociation. Ça s'était ouvert en septembre 2013. En septembre 2013, John Kerry, très sérieusement, dit dans 9 mois, il y aura un accord cadre qui servira de base à la paix entre Israël et les Palestiniens. Donc 9 mois après septembre 2013, c'était mai 2014. Vous voyez, là, on est en octobre, ça a super bien marché, leur truc. On était dans un cycle dit de négociation qui devait déboucher sur un accord cadre. Sauf qu'il s'est passé un truc
qui se passe très rarement dans les trucs de négociation entre Israël et les Palestiniens, c'est que c'est les Palestiniens, la délégation palestinienne, dirigée par Mahmoud Abbas, qui en février a dit on n'en peut plus, on arrête, on s'en va, on arrête de discuter parce que ça ne sert à rien. Il y avait de la pression sur Abbas de la part de pas mal de négociateurs qui disaient mais sans déconner, à quoi ça sert de discuter avec l'État d'Israël? De toute façon, il n'a jamais rien. Et nous, on continue de donner l'illusion que ça peut déboucher sur quelque chose. Et pour finir, même Abbas, qui est modéré, pour lui, le mot est très faible. C'est tout ce que donner les garçons. Même Abbas, vous allez voir pourquoi je dis ça, même Abbas a fini par dire moi j'arrête. En février, Abbas a fait une proposition d'accord cadre à la partie israélienne. Sa proposition d'accord cadre était la suivante. Elle n'a pas du tout été rendue publique, mais tous ces documents circulent quand même. Israël gardait le contrôle sur 90% des colonies qu'il annexait. Tous les blocs de colonies, Cisjordanie, tous les blocs de Jérusalem étaient annexés à l'État d'Israël. Les Palestiniens doivent revendiquer une souveraineté symbolique sur les quartiers de Jérusalem, la majorité arabe. Par exemple, il y aurait 10 000 réfugiés qui rentreraient sur cette île, et le reste serait au cas par cas, avec à chaque fois l'accord des autorités israéliennes. Et, autre sujet problématique, la vallée du Jourdain, qui c'est une frontière et puis avec des ressources. Proposition d'Abbas, c'était les troupes israéliennes restent pendant 5 à 10 ans, avant d'être remplacées par des troupes de l'OTAN sous l'hierarchie des États-Unis. C'est ça la proposition d'accord cadre qu'Abbas a faite. Et là, les négociateurs israéliens ont dit non, tu demandes trop, mec. Et là, même Abbas dit ok, on arrête. Voilà, je ne peux pas aller plus bas, sinon ils vont me tuer quand je vais rentrer. Déjà, si ça avait été rendu public, je pense qu'il aurait fallu qu'il fasse gaffe en rentrant chez lui. Mais voilà, même ça, ils ont refusé, et donc Abbas a dit ok, ciao, on se passe. C'est la première chose qui s'est passée qui a beaucoup agacé les Israéliens, parce que c'est aussi la mentalité coloniale, c'est de dire à l'opprimé quand est-ce qu'il a le droit de se lever, de sortir, quand est-ce qu'il doit revenir, etc. Voilà, en Bernard Abbas, c'était un peu aussi un bluff, c'est de dire on est mort, et en fait ils n'ont pas retenu qu'il a fallu qu'ils partent. Et le deuxième élément qui a suivi celui-ci, ça a été l'accord dit de réconciliation nationale entre le Hamas et l'OLP, qui a été signé par 9 avril à Gaza. Un accord d'union nationale, enfin un accord de réconciliation avec la constitution d'un gouvernement d'union nationale qui devait se mettre en place à partir de début juin, qui, globalement, est un truc très fragile, très précaire, il faut pas se faire des blagues, c'est très instable. De toute façon, un gouvernement palestinien, ça n'a pas vraiment de sens. Aujourd'hui, c'est Israël qui gouverne. Le gouvernement palestinien, c'est même pas une sous-préfecture, quoi, en termes de poids et d'institutions. Mais il y avait cet accord qui, du point de vue de l'État d'Israël, était tout aussi intolérable. Pourquoi il était intolérable? Parce que cet accord disait deux choses. La première, il disait que le mouvement national palestinien allait pouvoir de nouveau parler d'une voix. Et ça, ils détestent. Voilà, parce que ça les arrange quand c'est divisé. Parce que comme ça, ils peuvent dire Abbas, maintenant Abbas c'est gentil. Ils peuvent vous dire, mais en plus, tu ne représentes pas tout le monde. Donc voilà,